J'ai eu une vision. J'ai vu de mes propres yeux ce qui allait se passer à Noël. J'ai vu le jour, j'ai vu le lieu, j'ai vu les gens. J'ai tout vu se dérouler comme si j'y étais, au cœur même de la scène. Et le pire, j'ai senti l'odeur, entendu les cris, vu qui est tombé le premier. Et à la fin, Jésus est apparu. Il n'a rien expliqué. Il m'a juste regardé dans les yeux et a dit « Dis-moi tout ». Voilà pourquoi je suis là. Parce que si vous êtes encore en vie quand tout cela commencera, vous vous souviendrez de ce que je dis maintenant. J'ai vu quelque chose d'inattendu. Et je ne parle pas des cadeaux, du repas de Noël ou des sapins décorés. Je parle de gens qui crient, qui courent, qui paniquent. Quelque chose va se produire à Noël qui va tout paralyser. Cela va se produire d'une manière qui ne vous laissera pas le temps de réfléchir. Vous agirez, tout simplement, et avant même de s'en rendre compte, on se retrouve en plein dedans. C'est comme ça que j'ai vu le début. Un endroit à l'ambiance de Noël, des lumières allumées, de la musique, des enfants dans la rue. Soudain, un bruit assourdissant, comme si quelque chose était tombé du ciel. Les gens étaient sans voix. Certains tentaient de se cacher, d'autres levèrent les yeux. Je regardais aussi. Le ciel était étrange, d'une couleur que je n'avais jamais vue, comme si un trou s'était ouvert. Mais ce n'était pas cela qui m'effrayait. Ce qui m'effrayait, c'était ce qui en sortait. On aurait dit une fumée sombre, dense, mais vivante. Elle descendait lentement, puis prenait de la vitesse et envahissait les bâtiments, les rues, les voitures. La musique s'arrêta. Les sourires disparurent. Les téléphones portables cessèrent de fonctionner. Et puis ce fut le chaos. Des gens s'évanouissaient. D'autres vomissaient du sang. J'ai vu une mère essayer de réveiller son fils qui était tombé au sol, mais elle n'y arrivait pas. Ses yeux se révulsaient déjà. Ce n'était pas une attaque ordinaire. C'était quelque chose qui affectait le corps des gens de l'intérieur. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Une douleur qui a commencé dans mes dents est montée jusqu'à ma tête et j'ai cru que j'allais mourir sur le coup. Mais je ne suis pas mort. Pas encore. Un inconnu m'a emmené. Je me souviens seulement de son visage et d'une phrase « Prépare-toi. Ce n'est que le début. » Nous avons couru dans une ruelle. Je sentais à peine mes jambes. J'avais la bouche sèche, la vue trouble, mais ma volonté de vivre était plus forte. Il m'a emmené dans une vieille maison fermée à clé, les fenêtres recouvertes de tissu. À l'intérieur, il y avait d'autres personnes, toutes silencieuses. Elles semblaient savoir ce qui se passait. Personne n'utilisait de téléphone portable. Personne ne posait de questions. Elles se contentèrent de regarder le sol et d'attendre. Et j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas un hasard. Il y avait un moment précis, un endroit précis et une raison précise pour que tout commence juste à Noël. J'ai essayé de poser une question, mais l'homme qui m'aidait m'a fait signe de me taire. Il a désigné une vieille radio. Soudain, elle s'est mise à grésiller et une voix a retenti. « Attention, alerte, restez à l'intérieur, n'ouvrez pas les fenêtres, n'utilisez pas d'appareils électroniques, tenez bon, ils sont déjà là. » Personne n'a rien ajouté. Un bébé s'est mis à pleurer et sa mère lui a couvert la bouche d'un linge. À cet instant, j'ai compris, le monde tel que nous le connaissons a pris fin. Et tout a commencé à une date où chacun s'attendait à la joie. Ce ne sera plus une fête. On se souviendra de ce jour comme celui où tout a basculé. Personne ne savait s'il faisait jour ou nuit. Le temps semblait s'être arrêté. L'homme qui m'avait amené là avait barricadé toutes les entrées avec des planches, même les plus petites fissures. Il disait que la lumière extérieure attirait l'attention. Je ne savais pas ce que c'était, mais je comprenais que ce n'était fait pas des gens. Ils n'ont pas frappé à la porte. Ils ont écouté. Quand quelqu'un parlait fort, quand le bébé pleurait, quand on traînait une chaise, on entendait un bruit venant de l'extérieur, comme des griffes qui raclent le ciment. Nous étions 7 dans la maison. 3 personnes âgées, une jeune femme, un garçon handicapé et 2 hommes robustes. L'un d'eux avait une blessure au bras. Il disait qu'il avait été touché par l'un d'eux. La coupure était profonde, comme s'il avait été brûlé et entaillé en même temps. Il tremblait. Son visage se décomposait. On aurait dit qu'il allait s'évanouir, et nous n'avions même pas de médicaments, juste un linge, de l'eau et le silence. La jeune femme a essayé de l'aider, mais le vieil homme lui a dit d'arrêter. Il a dit que c'était inutile. Il savait comment cela allait finir. Dans cette maison, personne ne mangeait, personne ne buvait. Tout le monde attendait. C'était comme si tout le monde savait qu'il comptait les minutes, et j'ai commencé à me demander pourquoi on m'avait sauvé. Pourquoi m'avait-on arraché à la rue?
L'homme qui m'avait amené semblait le savoir. Il me regardait comme s'il attendait quelque chose, mais il ne disait rien. De temps en temps, on entendait la radio en fond sonore, mais toujours la même voix. Ils prennent le contrôle, protéger les petits, éviter le bruit. La première phase a déjà commencé. C'était toujours la même chose. Personne n'expliquait en quoi consistait la deuxième phase. À un moment donné, l'un des hommes se leva et annonça qu'il sortait. Il expliqua qu'il avait laissé sa femme et son fils à la boulangerie et qu'il allait les chercher. Le vieil homme tenta de l'en empêcher. Il pleura, il supplia. Mais l'homme partit. Il ouvrit simplement la porte et s'en alla. Moins de 2 minutes plus tard, nous entendîmes un bruit sourd, comme de la chair heurtant du béton. Puis des cris inhumains. Ceux qui étaient à l'intérieur savaient déjà ce qui allait se passer. Et moi aussi, je commençais à comprendre. Ce n'était pas un phénomène propre à un seul quartier ou à une seule ville. C'était un phénomène répandu. Cela se produisait partout dans le monde. Le garçon handicapé fut pris d'une crise. Sa mère, désespérée, lui couvrit la bouche de son propre vêtement. Le vieil homme ordonna à tous de se baisser. Il colla son oreille contre le mur et dit « Ils sont là ». Mon corps se figea. Pas de peur ordinaire. C'était une peur qui me paralysait. Nous sentions que si nous respirions plus fort, il nous entendrait. Et dans ce silence absolu, nous entendîmes des pas. Mais ce n'étaient pas des pas ordinaires. Ils étaient secs, traînants, comme si le sol se brisait sous nos pieds. Personne ne dit un mot de plus. Ce Noël ne restera pas dans les mémoires pour le festin ni pour les cadeaux. Il restera gravé dans les mémoires comme le jour où les cris ont commencé. Je ne sais toujours pas si c'était une punition, une invasion ou autre chose. Mais ça a commencé un jour que tout le monde pensait bon. C'est pour ça que ça a pris tout le monde par surprise. Vous voulez savoir le pire? Il y avait encore des gens dehors qui pensaient que tout était normal. Lumières allumées, télévision allumée, musique forte. Et ce sont eux qui ont disparu en premier. La troisième nuit fut pire. Non pas à cause de la douleur, ni des cris, mais à cause du silence. Un silence plus angoissant que n'importe quel bruit. Nous sommes restés près de 3 heures sans rien entendre de l'extérieur. Cela semblait une bonne chose, mais ça ne l'était pas. Le vieil homme a dit que lorsque les choses en arrivent là, c'est parce qu'ils font un choix. Le mot qu'il a employé était « choisir ». Je n'ai pas voulu lui demander ce que cela signifiait. Le garçon handicapé a cessé de respirer pendant quelques secondes, puis il a repris. La mère pleurait doucement, la main sur la bouche. L'odeur à l'intérieur de la maison devint insupportable. L'état du blessé s'aggrava considérablement. Sa peau devint grise, ses yeux cernés, et il ne parlait plus. Il tremblait seulement. La jeune femme qui le soignait s'évanouit d'épuisement. Je vis le vieil homme prendre un linge et l'enrouler autour de sa tête. Quand nous nous en rendîmes compte, il avait déjà noué le linge autour du cou du malade et l'étouffait jusqu'à ce qu'il cesse de pleurer. Puis il dit « Il n'était plus des nôtres ». Personne ne protesta. Ils traînèrent simplement le corps dans l'arrière-salle et verrouillèrent la porte. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que nous n'allions pas repartir de là de la même manière. Même si tout s'arrangeait, plus rien ne serait comme avant. C'était comme si une partie du monde était morte. Je me suis mis à penser à ma famille. Où était-il? Était-il en vie? Avait-il vu ce que j'avais vu? J'ai essayé de prier, mais j'avais la nausée. Les mots me manquaient. C'était comme si quelque chose avait rompu le lien. Et c'est là que j'ai compris. Désormais, chacun pour soi. Et celui qui perdrait son sang-froid finirait par leur ouvrir la porte. Une dame qui était avec nous a essayé d'ouvrir la fenêtre au milieu de la nuit. Elle disait avoir besoin d'air. La jeune femme lui a crié dessus. Le vieil homme s'est levé et a giflé la main de la vieille femme, l'éloignant du loquet. Et pour la première fois, il a parlé fermement. « Si tu l'ouvres, tout le monde meurt. » Elle s'est recroquevillée et est restée dans un coin. Et puis, on a entendu le bruit. On entend des pas sur le toit de la maison. Lentement, un pied après l'autre, sans se presser. Tout le monde s'est figé. Personne ne respirait. La radio a de nouveau grésillé et une voix a dit « Si vous entendez des pas sur le toit, ne répondez pas. Ce ne sont pas des gens. » Nous sommes restés là, figés, pendant plus d'1 heure. Le bruit s'arrêtait et reprenait. À un moment, on aurait dit qu'ils creusaient avec leurs ongles. À un autre, comme s'ils traînaient un lourd sac. Et puis, le silence. Le vieil homme a dit qu'ils marquèrent les maisons. J'ai commencé à transpirer. J'ai demandé si la nôtre avait été marquée. Il a simplement répondu « Pas encore ».
Et là, j'ai compris, ils ne choisissaient pas au hasard. Ils étaient organisés, ils savaient ce qu'ils faisaient, et ils avaient un ordre à suivre. Le lendemain matin, l'odeur du corps enfermé dans la pièce devint insupportable. La jeune fille tenta de se couvrir le visage d'un linge, mais cela la rendit nauséeuse. Le vieil homme s'approcha de la porte et glissa une serviette humide dans l'entrebâillement. Il déclara qu'on ne pouvait pas enterrer le corps. Il ajouta que si on le déplaçait maintenant, on le remarquerait. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il voulait dire, mais personne ne le remettait en question. Tout le monde commença à comprendre qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. La radio reprit la parole. Cette fois, c'était une autre voix. Une femme à la voix calme. Elle dit « Si vous entendez encore ceci, préparez du bois, une marmite en fonte, du gros sel et des couvertures. Le courant arrive par le réseau électrique. N'utilisez pas le réfrigérateur. N'utilisez pas le micro-ondes. Et ne vous approchez jamais des fils électriques dénudés. » La jeune femme était désespérée. Elle raconta que sa mère dormait avec la lumière de la cuisine allumée toutes les nuits. Et elle pleurait. Elle pleurait en silence, sans bruit. Juste des larmes qui coulaient bien sur son visage. Et personne n'avait le courage de la consoler. Nous ne savions plus quel jour on était. Mais nous savions que c'était toujours Noël. Le vieil homme a dit que tout cela durerait exactement 3 jours. Il a dit que le dernier jour serait le plus dangereux. Et que, si nous le survivions, nous aurions peut-être une chance. Le mot qu'il a employé était « chance ». Et même alors, il l'a dit avec scepticisme. J'ai commencé à compter les heures dans ma tête. Mais le temps semblait s'être arrêté. Plus personne ne dormait. Nos corps étaient engourdis, mais la peur nous maintenait tous debout. Dehors, le bruit de pas résonna de nouveau dans la rue. Mais cette fois, c'était différent. Plus rapide, moins discret. Comme s'il savait déjà que nous étions au courant. Le vieil homme appela tout le monde dans la pièce et annonça qu'à partir de cet instant, plus personne ne parlerait. La communication se ferait uniquement par gestes. Quiconque enfreindrait cette règle mettrait tout le monde en danger. Le garçon eut une autre crise. Sa mère tenta de lui masser la poitrine. Mais le vieil homme se contenta de regarder. Ce regard impuissant. Nous avons veillé sur le garçon jusqu'à ce qu'il cesse. Le bruit qui a suivi était le pire jusqu'à présent. Un coup sec et direct à la porte, puis un autre, et encore un autre. Comme s'il marquait le temps. Tous se pressaient contre le mur, en sueur, tremblant. Le bois craqua, et puis le silence. Ce n'était ni une main, ni un pied qui frappait. C'était comme si on jetait une bûche. Et je compris ce que le vieil homme avait dit. Ce n'était pas une personne. Ce n'était pas un animal. C'était autre chose. Et ça voulait entrer. Peu importait qui était là. Ça voulait juste entrer. La jeune fille s'est approchée de moi et a dit, la bouche presque close, « Ils ne veulent pas seulement tuer, ils veulent qu'on voie. » Et je me suis souvenu de la première scène. La mère tenant son fils à terre. Ce désespoir. Le monde entier décoré pour Noël. Et au milieu de tout cela, la fin point Noël est devenue un avertissement. Les décorations sont devenues un signe. La date est devenue un piège. Ceux qui attendaient un sauveur ont trouvé autre chose. Cette nuit-là, nous en avons perdu une autre. La dame qui avait failli ouvrir la fenêtre a complètement craqué. Elle s'est mise à rire. Doucement. Puis son rire est devenu plus fort. Le vieil homme a essayé de l'arrêter, mais c'était trop tard. Son rire brisa le silence de toute la maison. Moins d'1 minute plus tard, des pas se précipitèrent dehors. Lourds, rapides, comme s'ils connaissaient le chemin. La femme courut dans l'arrière-salle et verrouilla la porte. La panique s'empara de tous. Le vieil homme cria à tous de ne pas la suivre. « Laissez-la tranquille, elle sert d'appât !» La porte d'entrée trembla de nouveau. Mais ils ne l'ouvrirent pas. Ils restèrent plantés autour de la maison. On entendait comme s'ils grattaient tous les murs à la fois. Un bruit sec et constant qui ne s'arrêtait jamais. Le garçon se boucha les oreilles. La jeune femme se mit à prier en silence, ne bougeant que les lèvres. Je transpirais, ma main tremblait. J'ai failli crier. Mais je retins mon souffle, et puis, venant de la pièce du fond, un bruit que personne n'oubliera jamais, un morceau de viande qui s'écrase au sol, des os qui craquent, et puis le silence à nouveau. Nous attendîmes l'appel suivant, mais il ne vint pas. La radio grésilla, et cette fois, la voix était différente. Un homme. Ceux d'entre vous qui sont encore debout, écoutez attentivement. L'air va changer. Ne respirez pas profondément.
N'allumez pas de feu. Et pour rien au monde, vous ne devez quitter votre position. Nous approchons de la fin de la deuxième phase. Le vieil homme me regarda et dit « Tu vois, il est encore temps. » Et je demandai « Temps pourquoi ?» Il répondit « Pour choisir. » Et il détourna le regard. Il n'expliqua rien. Personne n'expliqua rien. J'ai commencé à entendre un bourdonnement dans l'oreille. Un sifflement aigu et continu. Je pensais que c'était dû à la pression, mais tout le monde l'entendait. La fillette disait que ça venait de l'intérieur de la maison, que c'était comme un sifflement aigu dans sa tête. Le garçon s'est mis à vomir du sang. C'était insupportable. Le vieil homme est allé à la cuisine et s'est mis à fouiller dans les casseroles. Il en a pris une en fer, y a mis du gros sel et l'a posé au milieu de la pièce. Il a dit que ça pourrait le retenir encore quelques heures. Et on l'a cru, parce que je n'avais pas d'autre solution. Cette nuit-là, personne ne dormit. Le vieil homme s'assoupit, assis, une machette sur les genoux. La jeune femme ne lâchait pas le garçon. Je restais dans un coin, les yeux rivés au sol, me demandant si cela n'arrivait qu'ici, et si le reste du monde était lui aussi plongé dans les ténèbres. Je pensais à la télévision, aux informations, au gouvernement, à tout ce qui paraissait important avant. Et maintenant, plus rien n'avait d'importance. La seule chose qui comptait, c'était de ne faire aucun bruit et de respirer doucement. Au beau milieu de la nuit, la radio a soudain émis un bruit fort, un grand bruit. Tout le monde sursauta. Le vieil homme débrancha la radio, mais il était trop tard. Dehors, quelque chose répondit au bruit. Un coup sec et sonore, comme une réponse. Puis d'autres. 4, 5, 6 coups d'affilée. Et la certitude qu'ils allaient revenir, et cette fois, ils n'allèrent pas se contenter de frapper. Ils revinrent, cette fois avec plus de force. Leurs coups contre les murs étaient coordonnés, presque comme s'ils suivaient un code. Le vieil homme ordonna à tous de s'éloigner de la porte. Il a dit que si on les touchait, ils le sauraient. Sa machette était déjà à la main, mais même lui ne croyait pas que cela changerait quoi que ce soit. La marmite en fer au milieu de la pièce se mit à trembler. Le sel à l'intérieur monta comme s'il était en ébullition, et personne n'y toucha, personne ne la déplaça. Ils se contentèrent de regarder. Le garçon s'est évanoui. Cette fois, il n'y a pas eu de retour. La mère le tenait dans ses bras, sans crier ni pleurer. Elle restait là, le regard perdu. Le vieil homme s'est approché et lui a dit « Ne bougez pas, ils font des tests. Ils veulent peut-être voir qui réagit. » Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Chaque bruit, chaque coup était un piège. Ils observaient, comme s'ils pouvaient sentir quand nous serions entrés. Et quand ce fut le cas, ils ont attaqué. La radio grillée continuait de grésiller, même débranchée. Dehors, quelqu'un se mit à appeler. Une voix familière. Mais elle n'était pas réelle. C'était la voix de la mère de la fillette. La même fillette qui avait pleuré en entendant l'alerte à la radio. Elle se boucha les oreilles, mais la voix ne s'arrêtait pas. Elle répétait sans cesse. « Ma fille, ouvre, c'est maman. » C'était exactement la même intonation que celle qu'elle avait imitée en parlant de sa mère. Ce n'était pas un hasard. La voix savait quoi dire. Elle savait comment entrer. Elle se leva, alla à la porte, mais le vieil homme cria « Ce n'est pas elle! Si tu ouvres, tu vas disparaître! » Elle tomba à genoux, se boucha les oreilles et hurla en silence. Un désespoir absolu. C'était pire qu'une agression. C'était psychologique. Ils étaient désormais dans son esprit. Et elle n'avait plus besoin de force. Ils attendaient simplement que quelqu'un cède. La plus âgée des femmes encore en vie se mit à chanter un hymne, tout doucement. Le vieil homme s'approcha d'elle et lui prit la main. Pour la première fois, il pleura. Et il dit « Ils ont gagné là-bas. Maintenant, ils nettoient pas le reste. » Et chacun comprit que le monde extérieur n'existait plus. Une lumière rouge apparut sous la porte. Mais ce n'était pas une lumière électrique. C'était comme si elle était vivante. Ça pulsait, et à chaque pulsation, le sol vibrait. Le vieil homme envoya tout le monde dans la pièce la plus reculée. Il dit que la maison allait être envahie, et que c'était seulement là que nous pourrions gagner quelques heures. Nous avons verrouillé la porte avec l'armoire, les chaises, tout ce que nous pouvions. Le bruit s'estompa. Et, incroyable, à l'intérieur, le silence. Un silence glacial qui me serrait la poitrine. Plus personne ne parlait. La fille qui tenait le corps du garçon. La femme appuyée contre le mur, les yeux fermés. Le vieil homme, la machette sur les genoux,
la tête baissée. Je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Si tout a commencé à Noël, pourquoi personne ne nous a prévenus? Pourquoi le monde entier était-il distrait? La réponse était simple, parce que c'était ce qu'il voulait. Parce qu'il savait que ce serait le seul jour où personne ne serait préparé. La porte de la chambre trembla pour la première fois à 3 heures du matin. Nous ne savions pas l'heure, mais le vieil homme dit qu'il était 3 heures du matin. Il savait toujours ce genre de choses, même sans montre. Ce fut un seul grand bruit, fort et sec, comme si quelqu'un avait jeté un corps contre la porte. La jeune femme serra le garçon mort dans ses bras. La dame se blottit encore plus contre le mur, et le vieil homme se releva avec difficulté. Il ramassa la machette, la prit en main et dit « S'il l'ouvre, ne regardez pas. » Personne ne répondit. Nous avons obéi aux ordres. Le plancher se mit à craquer. Le bruit venant du plafond s'intensifia. Les murs se fissurèrent, et cette lumière rouge réapparut, filtrant à travers les interstices du plancher, comme à l'affût, comme si elle avait des yeux. Et là, le cœur battant la chamade, je me suis souvenu de la première scène. Noël, les lumières, les décorations, les enfants souriants. Tout était sans défense. Tout était vulnérable. Et le vieil homme prononça une phrase qui glaça le sang de chacun. « C'est le dernier jour !» Les coups reprirent, plus fort. La porte fléchit. Nous entendîmes un son qui ressemblait à des voix, mais ce n'en était pas. C'était un mélange de paroles, de cris et de rires. Quelque chose d'indescriptible, seulement auditif. Le vieil homme ordonna à tout le monde de s'allonger par terre et de rester immobile. Il resta là, comme s'il attendait. La lumière rouge s'intensifia. La radio, déjà débranchée, se mit à émettre des sons dans une autre langue. On aurait dit du latin. Et puis, soudain, tout s'arrêta. Tout s'arrêta. Le vieil homme tomba à genoux. Il pleurait. Non pas de peur, mais de soulagement. Il dit que c'était le signe, qu'il partait. La fille demanda « C'est fini ?» Mais il secoua la tête. « Pour nous, oui. Mais le monde est différent maintenant. » Et nous restâmes là, respirant lentement, imprégnés de l'odeur du corps du garçon, du sang séché sur le sol, du son de la faim résonnant dans notre mémoire. Et nous savions, ceux qui ont survécu ne verront plus jamais Noël de la même façon. La porte d'entrée cessa de trembler. La lumière s'éteignit. La radio se tut. Le vieil homme me regarda et dit « Quand tu sortiras d'ici, il faudra que tu parles. Il faudra que tu préviennes. Il faudra que tu racontes ce qui s'est passé. » Je lui répondis que personne ne me croirait. Il répliqua « Inutile, dis-le tout simplement. Quiconque a des oreilles comprendra. » Et c'est alors que je compris pourquoi il m'avait sauvé ce premier jour. Ce n'était pas un hasard. C'était pour cette raison. Le monde extérieur n'était plus le même. Quand nous sommes sortis, les rues étaient désertes. Les maisons étaient ouvertes, la table était dressée, la télévision allumée, mais personne. Juste des objets éparpillés, comme si tout le monde avait disparu en plein jour. Pas de corps, pas de sang, juste une absence, un silence éloquent. Et là, au milieu de ce monde vide, j'ai compris. Ce qui s'était passé ce Noël-là avait bouleversé le monde entier. Nous avons marché pendant des heures, rues désertes, magasins ouverts, vitrines intactes, mais pas âmes qui vivent. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et tout était éteint. Il n'y a eu ni incendie, ni explosion, ni destruction. Mais cela a eu une fin. Le vieil homme avançait lentement, traînant sa machette. La jeune femme portait le corps du garçon, malgré son épuisement. Je suivais, cherchant à comprendre ce qui restait. La ville entière semblait une scène mise en scène. Plus nous avancions, plus ce sentiment persistait. Ce lieu ne nous appartenait plus. La première chose vivante que nous avons vue était un chiot. Maigre, tremblant, les yeux cernés. À notre vue, il s'est enfui. Il a disparu dans la ruelle sans un bruit. C'était plus effrayant que n'importe quel cri. On aurait dit que même les animaux avaient vu la scène. Nous nous sommes arrêtés sur une place. Au milieu se dressait un sapin de Noël encore illuminé. Des guirlandes scintillaient, des lumières rouges et vertes clignotantes. En dessous, des cadeaux. Intacts. Comme si quelqu'un avait tout préparé puis était parti. Le vieil homme regarda le sapin et dit « C'était l'appât. » Je ne voulais pas savoir ce qu'il voulait dire. Je voulais juste partir de là. Mais il n'y avait nulle part où aller. Les routes étaient bloquées par des voitures vides, portières ouvertes, phares allumés.
comme si tout le monde avait fui en chemin. Nous avons essayé la radio, rien que des grésillements. Nous avons frappé aux portes, personne ne répondait. Le vieil homme nous a dit d'arrêter de chercher. Il a dit que les quelques survivants allaient devoir se cacher un temps, et qu'un jour les autres reviendraient. Mais pas par où ils étaient partis. Cette nuit-là, nous avons dormi sur des cartons dans un supermarché abandonné. Je me suis réveillé au son d'une télévision. C'était une vieille publicité, diffusée en boucle. Une publicité pour des jouets, des figurines de Noël, des enfants qui riaient. Tout était coloré, mais il n'y avait personne à regarder. Le vieil homme a débranché le téléviseur et a dit « Une autre étape commence ». J'ai demandé de quoi il s'agissait. Il a répondu « La reconstruction, mais pas comme tu l'imagines ». Et c'est là qu'il m'a tendu un carnet. Vieux, crasseux, avec des notes, des dates, des descriptions, des détails sur ce qui allait se passer. Il a dit que tout cela avait déjà été prévu, et que mon tour était venu. Il a dit que l'histoire ne pouvait pas mourir avec lui, que le monde ne comprendrait pas, mais qu'il avait besoin d'entendre. Puis, en me regardant droit dans les yeux, il a dit « Maintenant, c'est à toi de jouer. » Aujourd'hui, j'écris ceci comme un avertissement. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un récit, ce n'est pas une prophétie, c'est un témoignage. Je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai survécu. Et vous qui lisez ou écoutez ceci, vous devez savoir, ce qui s'est passé à Noël a bouleversé le monde, et le prochain sera décisif.